Bien, voilà une petite série de vidéos sur un sujet de fin d'année, de terminale, euh, sur le calcul intégral et en particulier sur l'outil IPP, intégration par partie. Voilà. Bon, outil qui est dans le programme donc depuis cette année avec la réforme, très pratique et très puissant pour pouvoir faire des exos et des problèmes assez intéressants qui seront repris d'ailleurs pour vous dès l'année prochaine en première année de supérieur. Alors, je vous ai refait un petit récap des propriétés à connaître, sachant que l'objet... Et puis après, donc, je traite avec vous un exemple, un exercice à plusieurs questions. L'objectif est de vous rendre un petit peu plus autonome sur un polycope que j'avais distribué, en tout cas aux élèves de SPEMAT. Il faudra que je le distribue aussi pour ceux qui sont dans l'option Math Expert et qui sont pas avec moi et que je leur conseille de travailler sur ce thème-là pour gagner un petit peu de temps pour l'année prochaine. Donc je vais donner ce polycopier avec des exercices, je crois qu'il y en avait 3, qui sont pas faciles, surtout le dernier sur l'intégrale de Wallis. Mais pour se chauffer un petit peu et se mettre dans le bain pour faire ça plus facilement, donc voilà, je vous ai préparé alors une vignette sur les propriétés déjà de l'intégrale. Je prends I un intervalle AB, fermé. L'année prochaine, vous pourrez prendre... alors, pour moi, ici, A et B sont des réels. Voilà. Et l'année prochaine, vous pourrez prendre A moins l'infini ou B plus l'infini. Et vous ferez ce qu'on appelle des intégrales dites généralisées. Mais là, on reste dans le cadre terminal où l'intervalle AB est infirmé, 2, 3, 0, 1, comme dans les autres. Donc P1, en terminal, il faut que la fonction soit continue pour que f soit intégrable. Voilà. Donc f continue sur i implique f intégrable. Ensuite, quand je dis intégrable, c'est-à-dire que l'intégrale de f de a à b existe. D'accord? Intégrale de a à b. Alors, pour les notations de feignant, là, au lieu de mettre intégrale de a à b, j'ai mis intégrale de i. Sur i, pardon. Okay. Donc l'intégrale de f de a à b, c'est la même chose que l'intégrale de f avec i ici, où i est l'intervalle d'intégration. Voilà, notation de feignant. Donc dire que f est intégrable, hein, ça revient à dire que cette intégrale-là, voilà, elle existe. Et en terminale, voilà, une condition suffisante pour que f soit intégrable, bah, c'est que f soit continue. Bien. P2, f positive, intégrale positive. Donc ça, c'est très pratique. Ensuite, on démontre ça donc assez facilement. Une conséquence, c'est que si f est plus petit que g sur i, l'intégrale de f est aussi plus petite que l'intégrale de g. Voilà, croissance de l'intégrale. Et ça se démontre grâce à la P2. Une autre double propriété, si lambda est un réel, pour P4, intégrale de lambda f sur i égale lambda intégrale de f. Vous pouvez sortir, en gros c'est ça, hein. L'idée c'est que vous pouvez sortir la constante, ça peut être pratique. Et la deuxième, c'est que l'intégrale sur i de f plus g est égale à l'intégrale de f plus l'intégrale de g. Voilà, une sorte de linéarité. Il y en a une autre que j'ai oubliée, je ne l'ai pas mise, mais je ne vais pas m'en servir là, c'est la relation de Chasles. L'intégrale de a à c plus c à b égale l'intégrale de a à b. Bon, on n'en aura pas besoin pour ces vignettes, là, pour ces exos. J'ai remis la formule de l'IPP, intégration par partie. Bon, j'ai pas mis les conditions, j'ai mis juste la formule. Hein. Il faut que f et g soient continus, dérivables, et il fallait même que f' et g' soient continus. C'est très fort comme condition, vous aurez plus faible l'année prochaine, mais en terminale, on n'intègre que des fonctions continues, donc c'est pour ça que voilà, il faut que f' et g' soient continus. Comme ça, le produit de deux continus est continu. Donc l'intégrale existe. Voilà, voilà. Et puis, propriété qui n'a rien à voir avec là l'intégrale. Enfin, propriété des primitives. Donc quelque part, il y a quand même un lien avec du calcul intégral. C'est que pour n appartenant à z privé de moins 1,
si vous avez un produit U', U puissance n, une primitive, c'est U puissance n plus 1 sur n plus 1. Bon voilà, faut au moins avoir ça en stock pour pouvoir affronter l'exercice qui arrive, où on vous donne une suite. Voilà, vous avez une suite qui est définie par une intégrale. Voilà. Le i ici, vous voyez, c'est très, on voit assez rapidement. Voilà, vous avez A 0 et B 1. Bien. Première question, petit a, calculer I1, et après la somme I0 plus I1. Et d'après ce qu'ils disent, on pourra en déduire I0. Alors peut-être que je vais créer une autre vignette, et je vais calculer I1. Allez, c'est parti. Alors, vous, ce que vous pouvez faire, c'est mettre sur pause, et puis essayer de le faire. Hein. C'est dans l'idéal, vous cherchez, puis après vous regardez la correction. I1, intégrale de 0 à 1, de E de x sur E de x plus 1 dx. Alors déjà, I1 existe, car la fonction qui a x associe E de x sur E de x plus 1 et continue sur i. D'accord? Donc intégrable sur i. Bon, je détaille parce que l'année prochaine, on vous fera pas de cadeau si vous y allez sans détailler. Donc voilà. Prenons des bonnes habitudes. Donc l'intégrale existe. Il faut chercher une primitive. C'est de la forme U' sur U, avec U strictement positif sur I. Donc on sait qu'une primitive, ça va être ln de U. Je ne mets pas de valeur absolue, parce que U c'est E de x plus 1. Et on sait que c'est strictement positif sur R. Bon, nous on est sur 0,1, mais sur R c'est valable. Donc on sait que le log, on lui donne quelque chose de positif. Voilà. Bon, bien, allons-y. I1 égale primitive ln de E de x plus 1 de 0 à 1 égale ln de E de 1 qu'on écrit E plus 1 moins ln E de 0 plus 1. Et ça fait 2, parce que E de 0, ça fait 1. Et on n'oublie pas les propriétés du log, hein, sur 2. Donc, on présente, on va à la ligne I1 ln E plus 1 sur 2. Et on encadre, alors à la règle, pas comme je fais ici sur ma tablette. Donc là, on a I1. Alors, à un moment, il nous propose de calculer I0 plus I1 et d'en déduire I0. Alors, on se demande pourquoi, parce que, tiens, I1 c'était possible, pourquoi I0 ce serait pas possible? Alors, voyons à quoi est égal I0. Alors, je vous rappelle, c'est I0, il faut mettre 0 là, ici, dans le N. C'est E de NX. Et E de 0, ça fait 1. Donc 1 au numérateur. Allons-y. Voilà, et là on est un peu bloqué parce que la primitive, on ne sait pas faire. Il faudrait faire un changement de variable, mais oups, on n'a pas fait les changements de variable dans les intégrales. Donc vous verrez ça l'année prochaine. Donc du coup, astuce, il nous faut calculer I0 plus I1. Donc c'est-à-dire, alors, 1 sur alors même si I1 on l'a, on l'écrit d'après sa définition. Bon, le dx pour l'instant, on n'a pas dit grand chose. Cette année, il m'a manqué un petit peu de temps, surtout avec un des groupes. Bon, vous en saurez plus l'année prochaine. On va utiliser une des propriétés pour grouper deux intégrales.
c'est celle-ci, la P4. Ok. Donc on va utiliser la P4 et on va grouper en une seule intégrale, c'est-à-dire 1 sur e de x plus 1, e de x plus 1, dx. Deux fractions qui ont le même dénominateur. Facile à réécrire. Et aux surprises, on a e de x plus 1 sur e de x plus 1, ça fait 1. Ça se simplifie. Donc voilà, l'astuce, elle est là. Primitif de 1, on devrait s'en sortir. Et donc ça fait 1. Donc, I0 plus I1 égale 1. Voilà, c'est un résultat demandé, on encadre. Et du coup, on peut en déduire I0, qui n'était pas possible avec nos petits moyens de terminal, mais là, on arrive à le faire. 1 moins. Et I1, c'était log E plus 1 sur 2. Voilà. Fin de cette question. Question d'après, on nous demande de calculer IN plus 1. Allons-y. C'est la B, ça. IN plus IN plus 1. Intégrale de 0 à 1, E de NX, E de X plus 1, plus E, attention, parenthèse, voilà, devinez, P4, ça va devenir une seule intégrale, même dénominateur, je gagne du temps, et je vais avoir en haut E de NX, plus, et là, je connais mes propriétés de l'expo, voilà, ça, c'est E de N plus 1x, ça fait NX plus X, mais vous savez que l'expo d'une somme, c'est le produit des expos. Ah, voilà, produit des expos. Ça donne envie de factoriser par E de NX, qui est là et là. Donc allons-y. Vous évitez un signe égal avec rien devant, hein, ça fera des ordres. On met en facteur, comme on a dit, 1 plus E de X. Ah, mais on retrouve quelque chose de connu. Toc et toc. Dx. Donc ça fait intégrale de 0 à 1. nx dx. Ça, facile la primitive. Hein. E de ax, avec a appartenant à R. Déjà vu. E de nx sur n. Alors, je vais prendre l'habitude de, peut-être pour la suite, quand j'ai une constante, je la sortirai. C'est-à-dire, la constante qu'elle a, là, 1 sur n, je la sortirai. Parce que ça alourdit mes calculs. in plus 1 égale 1 sur n, facteur 2, primitive en 1, e de n fois 1, moins primitive en 0, e de 0, 1. Voilà. Alors, souvent on écrit... Bon, on aurait pu encadrer hein, ce résultat, mais vous le verrez souvent demander sous cette formule-là. Juste réécrire comme ça. Voilà. Alors là, ici, je pense qu'on va pas s'en servir dans l'énoncé, dans la suite du problème, mais c'est fréquent qu'à un moment, on ait une relation entre IN et IN plus 1, dont on se sert par la suite. Ok, question suivante. La 2. Je vais changer de vignette. 2. A. IN, montrer qu'elle est croissante. Eh bien, méthode de la différence, rencontrée déjà dans le chapitre sur les suites.
en début d'année. On va faire le signe de la différence IN plus 1 moins IN. Positive, la suite est croissante. Négative, la suite est décroissante. Allez, on y va. E, N plus 1 de X, je détaille. P4, décidément, on l'utilise souvent. Je vais avoir N plus 1 de X. Ceux qui veulent factoriser directement, vous pouvez, hein. Ceux qui sont le plus à l'aise. Plus vous gagnez d'étapes, plus vous gagnez de temps, plus vous gagnez de points. Sachant que, attendez-vous, l'année prochaine, vos DS, vous les finirez jamais. On fait la même factorisation que tout à l'heure. Facteur 2, du coup, E de X moins 1. Est-ce que c'est ça? Oui. Bon, alors qu'est-ce qu'on en fait de ça? C'est incalculable, pas de primitif, ça simplifie pas, etc. Et bien, on va regarder le signe qui est dessous. Le signe de E de nx fois E de x, moins 1 sur E de x plus 1. Pourquoi? Parce qu'on a une propriété. J'y reviens. Qu'est-ce qu'on sait? Si une fonction est positive, son intégrale est positive. Alors j'ai la petite sœur que je n'ai pas écrite. Hein. Si f est négative, l'intégrale aussi. D'où l'idée d'étudier le signe de la fonction dessous. Alors ça c'est très fréquent dans ce type de problème. On vous demande une propriété sur IN, qui est une intégrale, et on est souvent ramené à étudier la fonction qui est sous l'intégrale. Donc on enlève l'intégrale, on étudie les propriétés de la fonction sur l'intervalle 0, 1, grand I, et pas ailleurs, comme ça on simplifie la vie, et on revient à l'intégrale grâce aux propriétés du cours. Bon, mais ça c'est assez simple. Le signe de ça sur I, qui est égal à 0,1. Alors pourquoi c'est assez simple? Premier argument, oups, je vais plus écrire, mince. Donc je peux gommer, mais pas écrire. Ah, ça c'est embêtant ça. Ah mais non, j'étais en train d'écrire en blanc. C'est mieux comme ça en noir. E de nx strictement positive sur I. Ah oui, c'est une exponentielle. E de x plus 1 en bas. Pareil. Quant à E de x moins 1, on peut faire une petite étude rapide, c'est une fonction croissante. G est croissante sur I. L'expo est croissante. Et expo plus une constante, ça va être croissant. Et si vous voulez vraiment plus convaincant, vous dérivez G. G', ça fait E de x. Positive. Dérivée positive. Fonction croissante. Voilà. Donc, vous pouvez dire que G de x, pour tout x appartenant à I, G de x est compris entre G de 0 et G de 1. Puisque G est croissante. Donc son mini, c'est G de 0. Son max, c'est G de 1. Sur I. Ok. G de 0, E de 0, 1. 1 moins 1, 0. Bon, c'est gagné. Bon, le maxi, on s'en moque en fait. C'est E moins 1. E, c'est 2, 718. Moins 1, 1, 718. Donc G est positive. Donc tout ça positif. Conclusion. On raisonne bien les calculateurs. Conclusion. Alors, je
même faire mieux que ça. Conclusion. Alors, ah oui, j'oublie pas les conseils de monsieur Juste Montaigne, les quantificateurs avant. Pour tout x appartenant à i, e de nx fois ce gros machin qui est là, strictement positif. Au plus grand ou égal, parce que c'est vrai que le e de x moins 1 peut s'annuler en 0. Parfait. Ainsi, par la positivité de l'intégrale, on dit que intégrale de 0 à 1 de e nx, donc on repasse à l'intégrale. On a travaillé sur la fonction dessous, là. Vous voyez, on a dit ça, on a dit ça, on a dit ça, et on en conclut que la fonction est positive. On repasse à l'intégrale, elle aussi. Mais dire ça, c'est équivalent à dire que in plus 1 moins in, on vient de là, positif, ce qui est équivalent à dire que la suite in est croissante. Alors, mettez pas ça, mettez-le en toutes lettres. Voilà. Toc et toc. Bon, ben voilà, une suite bizarre, définie par une intégrale, vous savez déjà des choses, et montrer que cette suite-là, elle est croissante. Bon, maintenant, on va vouloir vous la faire borner, trouver un encadrement. Et pour ça, pareil, vous avez vu, il nous demande de prouver un encadrement. De quoi? De la fonction qui est dessous. Encore une fois, pour avoir un encadrement de in, on va encadrer la fonction qui est dessous, sous le signe somme. On appelle le signe intégral le signe somme. Ça prendra du sens quand vous ferez plus de démonstrations l'année prochaine. Les sommes avec intégrale de Riemann. Vous verrez pourquoi on peut appeler ça un signe somme. Et donc on va travailler dessus. Bon, allons-y. On peut même peut-être changer de vignette. Allez. On est à la question 2b. Et on travaille sur la fonction. Alors regardez bien ce qu'on vous demande pour voir ce qu'il faut faire. Vous reconnaissez la fonction qui est sous l'intégrale ici. Là. Et de chaque côté, le e de nx, il est là. Il est là. Donc lui, il ne va pas être touché. Ce qui bouge, c'est le bas. Donc en fait, il faut réussir à dire quelque chose sur e de x plus 1. À son inverse. Bien. Donc vous avez une fonction, vous l'appelez g. Voilà, vous découpez la fonction qu'il faut encadrer. Et vous regardez ce que ça fait. Alors ça, ce serait bien de le borner. Donc à borner sur i. Alors, il faudrait voir si elle est décroissante ou croissante. M1. La fonction qui a x associe e de x plus 1, elle est croissante. Et après, on fait l'inverse de ça. F2. Ça, c'est décroissant. Okay. Et F, c'est F2 rond F1. Avec les notations terminales sur les composés de fonctions. Okay. Donc, on a bien F2 rond F1. Et on sait que la composée de deux fonctions qui n'ont pas la même variation est décroissante. Donc ça, c'est à savoir. Et sinon, la méthode M2, vous dérivez. Dérivable sur R, blablabla. 1 sur U moins U' sur U carré. Voilà. Négatif. G est décroissante.
D'accord? Alors j'ai appelé F, mais c'est pas F. C'est G. Donc c'est G. Voilà. Donc votre fonction elle est décroissante. Bah, c'est pratique. Ainsi, pour tout x appartenant à i, vous avez g de x qui est compris entre... Alors, comme elle est décroissante, le plus petit c'est g de 1. Et le plus grand, c'est g de 0. Ok? Et g de 1, c'est 1 sur e de 1 plus 1. Et g de 0, c'est 1 sur e de 0, 1 plus 1, 2. Et là, vous voyez la lumière qui arrive au bout du tunnel. Parce que si vous regardez bien la mission, on retrouve bien 1 sur e plus 1, 1 demi. Donc a priori, on est sur le bon chemin. Ok. Vous pouvez multiplier tout le monde par e plus 1, parce que e de nx est strictement positif. Donc e de nx sur... Je vous conseille de ne pas oublier ça. Alors on a des signes larges, ça ira très bien. Et puis, voilà. Je pense que là on va montrer la mission. Voilà, c'est fait. Et on nous demande d'en déduire un encadrement. Bah c'est facile. Pourquoi? Bah, parce que tout le monde est intégrable là, ici. Donc ça c'est à préciser. Ces trois fonctions sont continues sur i. Je rappelle. Donc bien. D'après la croissance de l'intégrale, c'était P quoi? P3. Donc c'est P3. Vous pouvez passer à l'intégrale pour les trois morceaux et vous gardez les mêmes signes. Bon, au milieu c'est IN. Voilà. Et puis vous pouvez continuer votre calcul. J'ai fait une petite erreur. Voilà. Je vais sortir la constante. Ça c'est P4. Le lambda je sors. Alors on est là. P4. Je sors le lambda qui est 1 sur E plus 1. C'est notre lambda. Là, je sors un demi. Et je calcule. Primitive. Alors, je vous avais promis que je sortirais les constantes. Je vais commencer. Primitive de ça, E de nx sur n. Je sors la constante. Un demi. Primitive. E de nx, c'est la même. Sur n, je sors la constante. Et c'est fini, parce que vous avez n, e plus 1, produit les deux fractions. Et j'ai oublié de dire qu'on est entre 0 et 1. En 1, e sur n moins e0. in 1 sur 2n. Et même que je vais ici
tac, tac, E de n moins 1. Fini. J'aurais dû, pour être encore plus clair, placer un pour tout n appartenant à n. Vous donnez une propriété, il faut donner le domaine de validité de votre propriété. Voilà comment on obtient un encadrement. Ensuite, on va nous poser des questions sur les limites de IN. On a un encadrement, donc ça ne devrait pas être trop dur. En effet, si vous faites la limite de ça, c'est une suite explicite qui dépend de petit n. On démontrerait assez rapidement, alors c'est n qui tend vers plus l'infini, il n'y a pas de x ici, que en fait c'est e puissance n sur n, que le reste c'est des constantes qui comptent pour rien, et que ça, dans le cours d'analyse, on a vu que c'était plus infini. Donc in est minoré par une suite qui tend vers l'infini. Ainsi, par comparaison, in ne peut tendre que vers plus infini. Voilà. Bon, ça donne un aperçu. Je vous laisserai conclure pour la suite in sur e puissance n. Vous reprenez votre encadrement, vous divisez par e puissance n, et vous arriverez à trouver une autre limite de la suite in sur e puissance n. Voilà. Bon, j'espère que ça commence à se placer. Éventuellement, vous laissez reposer. Le lendemain, vous refaites le problème sans regarder la correction. Et vous êtes prêt pour vous attaquer au vilain fichier PDF avec les 3 problèmes un peu plus conséquents. Mais le premier ressemble quand même pas mal à ce qu'on a fait. Bon, je vous souhaite bon courage et à bientôt pour la suite.